bonjour à tous. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre participation et puis très heureux de vous retrouver donc pour ce nouvel épisode d'InfoRisque avec les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Un petit mot quand même aussi, un grand merci pour votre confiance parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux d'ailleurs à venir nous rejoindre, puisque vous êtes encore aujourd'hui plus de 400, donc c'est à être inscrit en tout cas, alors peut-être en direct et en replay. Donc c'est un vrai plaisir pour nous d'organiser ces webinaires pour vous. Alors, petit détail pratique tout de suite, surtout, vous avez en bas à droite de votre écran une petite fenêtre de chat. Donc ça, vous pouvez envoyer ces petits messages. Bon, ceux qui ont déjà dit un petit bonjour ont bien compris le mode de fonctionnement. Si par contre, vous avez besoin de faire remonter une question pour notre invité, n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit pictogramme point d'interrogation et vous inscrivez votre question. Voilà, et on verra ça effectivement en fin de webinaire. Alors, tout de suite, nous allons traiter donc un sujet qui est souvent négligé et pourtant tellement essentiel. Comment garantir la conformité de pays et de matériel soumis à un contrôle réglementaire? Alors voilà, pour cette question, j'ai le plaisir en tout cas de recevoir Rémi Prudhomme, dirigeant de la société Smart Digital Service. Et donc, nous voilà partis pour 45 minutes ensemble, 30 minutes d'intervention avec notre invité, puis 15 minutes pour répondre à votre question, à vos questions qui sont toujours pertinentes et essentielles quand même à ce débat. Alors, pour une première chose quand même importante, je dis bonjour à tout le monde, mais bonjour Rémi. Bonjour François, merci. Alors, Rémi, tout de suite pour rentrer dans le vif du sujet, mais peut-être un petit mot quand même, pouvez-vous nous donner un petit peu la genèse de Smart Digital Service que vous avez créé en 2019? Voilà, un mot quand même sur la création de cette société. Avec plaisir François. En fait, je dirais que c'est d'abord une longue aventure dans la vente d'équipements de protection individuelle auprès de clients, de grands clients notamment. Ce qui m'a permis de me rendre compte assez facilement qu'en fait, les vendre, ça se faisait. Les utiliser et bien les gérer, c'était un vrai sujet. Et donc, il se trouve qu'il y a une certaine partie de ces équipements qui sont soumis à des contrôles et du matériel. Et nous est venue l'idée de créer un projet en fait, de traçabilité avec un mode de fonctionnement qui permette à l'entreprise de transformer un peu son Excel ou son logiciel pour lui rendre en fait une information efficace. Apporter de la protection aux utilisateurs, évidemment, prendre moins de temps au quotidien pour gérer ces équipements. Et puis, évidemment, c'est aussi une notion d'économie, puisque dans certains cas, on peut renouveler ces équipements un peu par défaut en prenant des précautions. Et l'idée, c'est d'être assez précis dans ce qu'on réalise. Donc, on a créé Équipe Contrôle en 2021. Et donc, à cette date, on a commencé à la commercialiser, cette solution. Vous allez voir un peu de quoi ça retourne ensuite. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille dans des métiers quand même assez différents. Tous des métiers exigeants vis-à-vis de la sécurité naturellement, puisque c'est l'objet du webinaire et du sujet en l'occurrence. On est présent dans l'énergie notamment, on est présent dans la pétrochimie, dans le bâtiment, le TP, mais on est également présent dans des services à l'industrie et même dans les activités publiques, les marchés publics depuis quelques mois, quelques semaines. Donc voilà, et l'idée, c'est vraiment d'apporter cette conformité, cette garantie de conformité au quotidien pour les utilisateurs, évidemment, qui ont ces matériels en charge, mais aussi pour l'employeur vis-à-vis de sa responsabilité réglementaire ou pénale. Alors justement, rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec les obligations de l'employeur. On a préparé un petit slide, une petite slide pour ça. Kevin, si tu veux bien nous envoyer cela. Voilà, alors, cette faute inexcusable de l'employeur. Alors, je ne vais pas vous faire 20 minutes de réglementaire, ça va être compliqué. Non. Il faut retenir, c'est qu'on a deux sujets, en fait, à gauche. On a le code du travail et puis un arrêté qui oblige l'employeur à faire un certain nombre de vérifications sur ses équipements. Donc ça, c'est vraiment incontournable. Voilà, c'est forcément un des éléments que l'employeur doit prouver au quotidien si jamais il a un contrôle ou bien sûr en cas d'accident, en cas d'enquête. Et puis, il y a un deuxième aspect réglementaire qu'on connaît peut-être moins, mais qui concerne tous les fabricants et les distributeurs d'équipements de matériel qui mettent à disposition ces équipements chez leurs clients. C'est le règlement européen EPI, alors qui date déjà de 2016, mais qui a été mis en application en 2019,
qui met pas mal de temps à voir le jour parce qu'il y a des contraintes chez les fabricants, notamment, on voit la notice à droite là sur la slide, et l'AET, donc c'est l'autorisation de mise sur le marché pour information. Et ça, désormais, donc il y a des règles qui ont évolué qui vont imposer aux fabricants, notamment de renouveler ces AET tous les 5 ans. Donc de plus en plus de contraintes. L'objectif de ce règlement, c'est d'apporter aussi une garantie finalement du produit qui répond à un risque, puisque c'est vrai qu'on n'échappe pas non plus à l'importation, au grand import et parfois à la contrefaçon dans ce domaine. Donc l'idée, c'est d'être sûr qu'effectivement ces équipements répondent bien à un risque. Alors ces notices, vous les connaissez, elles ne sont pas forcément très faciles à lire. On peut dire que c'est en général écrit tout petit. Donc là, on a mis une petite copie d'écran pour faire un focus sur des éléments de contrôle. C'est illisible. Voilà, normalement, c'est illisible. Mais par contre, c'est dans toutes les langues, François. D'accord. Au milieu, on retrouve en fait les obligations qui sont retraduites de la réglementation chez l'employeur, donc qui est le fameux document unique d'évaluation des risques. Donc là, pareil, on ne va pas faire un cours sur le sujet. Nous, il y a 2 points qui nous intéressent. Le point en vert, là, qui précise que on doit, en tant qu'employeur, tenir compte de l'évolution technique. Et c'est vrai que quand on voit le quotidien des gens qui font ce suivi sur le terrain, on se dit que des fois, on peut faire peut-être un peu différemment et plus facile. Et puis, le dernier point en rouge qui est très important, puisqu'en fait, c'est vraiment le dernier rempart de la sécurité au travail, le pays. C'est quand toutes les autres solutions qui sont au-dessus n'ont pas fonctionné. Et là, en l'occurrence, il faut que le pays soit conforme, puisque par définition, on parle de pays ou de matériel d'ailleurs, on doit apporter cette garantie, donc notamment l'enregistrement dans le registre de sécurité des rapports de contrôle pour des EPI de catégorie 3 qui sont soumis à cette obligation. Et puis aussi, tout simplement, la preuve qu'on a une bonne gestion de ces équipements et des règles notamment qui sont dans ces notices et qui, elles, vont beaucoup plus loin que la réglementation, puisque je vous donne un exemple tout bête. Quand on prend un casque de chantier, il faut éviter de le mettre sur le pare-brise, devant le pare-brise dans le véhicule, parce que ce n'est pas fait pour être exposé au soleil et on va fragiliser le plastique, ce qui fait que, évidemment, la protection n'est pas la même si on ne prend pas bien soin de bien respecter toutes ces réglementations et ces exigences des fabricants. Ok. Mais alors, peut-être qu'on peut rentrer donc du coup tout de suite dans la problématique opérationnelle. Alors, du coup, on a un vrai sujet, François. là, on a un vrai sujet. Là, il n'y a pas beaucoup de EPI finalement, ou pas que des EPI en l'occurrence. Oui, c'est ce que j'allais dire parce qu'on a parlé EPI, mais ça ne concerne pas que les EPI. En fait, nous, on a commencé notre traçabilité pour des EPI parce que ça relevait d'une grande difficulté chez les clients. Mais très rapidement, quand on a mis en service notre solution, les clients nous ont dit « Mais pourquoi on ne trace pas les échelles? Pourquoi on ne trace pas les extincteurs, les armoires électriques ou les véhicules ?» Et effectivement, on s'est demandé pourquoi, tout simplement. Ce qui fait qu'on a une vue au milieu là, qui montre bien, quand on est sur le terrain, ce qu'on a sous les yeux quand on doit faire ce contrôle de matériel ou d'équipement. Une liberté complète des fabricants, c'est ce qu'on retrouve au centre, de pouvoir identifier ces produits. Pour être sur le terrain fréquemment, on se rend compte que parfois, ce n'est même pas évident sur une plaque signalétique de retrouver le numéro de série. Donc, il faut avoir la notice d'utilisation du fabricant, souvent qui précise où est le numéro de série pour être sûr que ce soit le bon. Donc, on voit bien qu'en fait, en utilisant ces informations pour faire ce suivi, que l'on utilise un logiciel qu'on a sur la droite ou un fichier Excel, peu importe, on va perdre du temps, on a un risque d'erreur dans la saisie de ces informations et puis souvent un problème de partage de l'information puisque c'est vrai qu'Excel, ce n'est pas forcément l'outil idéal pour faire du partage de contenu et pour faire renseigner toutes les informations que l'entreprise doit stocker justement à ce sujet. Oui, parce que tout à l'heure, je sais qu'en préparant cet entretien ensemble, vous m'avez fait part aussi des contrôles techniques, parce que du coup, vous avez intégré même les contrôles techniques, parce que finalement, en suivant un peu ces éléments nécessaires, ce suivi, vous êtes aperçu finalement que certaines sociétés avaient même des problèmes, même qui allaient jusqu'au référencement de leur contrôle technique de véhicules. Oui, il n'y a pas plus simple à comprendre. On a des véhicules dans l'entreprise, on doit s'assurer que le contrôle technique soit fait régulièrement. Et force est de constater, quand on en a un certain nombre, ça arrive que le contrôle technique ne soit pas réalisé. Et forcément, en cas d'accident, vous imaginez, l'assurance va dégager sa responsabilité. C'est la première conséquence. Et donc, évidemment qu'on doit avoir un suivi très précis de chacun de ces contrôles. Parfois même, il y a plusieurs contrôles sur un même véhicule, puisque on gère des véhicules aujourd'hui avec un contrôle en pyrrole, un contrôle tachymètre, un contrôle levage, et donc ce fameux contrôle technique. Alors, donc avec cette problématique opérationnelle,
on a fait un peu le point, mais est-ce qu'il ne serait pas le temps aussi de parler des cycles de vie? Alors, effectivement, face à cette problématique, Parce que ça, l'achat, on a la notice, on a tout ce qu'il faut. c'est ça. Donc, on a bien renseigné ce qu'il faut, mais a priori, le produit doit vivre. Alors, il y a plusieurs événements. Si on a préparé une slide à ce sujet, voilà, super. On commence déjà par attribuer les matériels en général quand on est l'employeur. Et ça, c'est un élément très important parce que ça suppose qu'on ait identifié les équipements. Je vais vous donner un exemple tout simple, hein. Vous achetez un EPI de catégorie 3, puis il se trouve que le fabricant, il a eu un incident au moment de la fabrication, mais il s'en rend compte une fois que les équipements sont livrés chez les clients. Il a l'obligation d'informer ses utilisateurs et ses clients pour que justement ces équipements soient contrôlés et rapatriés. Donc évidemment, si l'information n'est pas enregistrée, ça devient vite compliqué de pouvoir récupérer des équipements. Donc c'est très important de pouvoir les identifier pour l'employeur, mais aussi de pouvoir les attribuer et de suivre ces attributions, puisqu'on doit prouver en tant qu'employeur qu'on attribue du matériel aux personnes pour les protéger en l'occurrence. Deuxième élément, l'utilisation, bien sûr, puisque ça, je pense que tout le monde est concerné. Si les gens qui sont connectés au webinaire gèrent des équipements de protection individuelle, il faut s'assurer qu'ils soient portés. Ça, c'est vraiment très important, évidemment. Là où ça se complique, c'est dans la gestion, c'est-à-dire que tous les événements, les contrôles, les entretiens, les recommandations qui sont faites par le fabricant pour justement assurer ces contrôles, elles sont différentes pour chaque type d'équipement. Donc, ça suppose qu'on ait vraiment un suivi très précis de toutes les échéances qui doivent être gérées. Alors, je sais, dans certains cas, les entreprises suspendent leur activité, entre guillemets. Parfois, dans le bâtiment, ça arrive. Durant l'été, par exemple, avant les congés, on rapatrie le matériel et on en profite pour le contrôler. Mais en tant qu'employeur, on a bien l'obligation de contrôler tout ce qui est présent, c'est-à-dire pas que ce qui retourne en atelier. Et malheureusement, souvent, tout ne revient pas. Et donc, c'est là où les problèmes peuvent commencer. Deuxième événement aussi après la gestion, on va dire, c'est la réforme, hein. C'est très important de pouvoir réformer ces équipements, puisque un équipement qui quitte l'entreprise lorsqu'il est utilisé sur le terrain, sur un chantier ou chez un client, il ne doit être utilisé qu'à destination de l'activité de l'entreprise. Donc, s'assurer de la réforme, c'est s'assurer que le produit qu'on n'utilise plus puisqu'il est non conforme, il ne soit pas réutilisé derrière par le salarié dans un contexte qui n'est pas maîtrisé par l'employeur. Et puis enfin, une dernière bonne raison aussi de faire du suivi de ces équipements, c'est le recyclage, puisque on peut dire qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de démarches de fait par les fabricants, puisqu'ils ont l'obligation de donner des recommandations qui permettent de bien gérer le recyclage de leurs produits. Alors, je sais qu'en matière de pays, c'est pas très usuel, mais disons qu'il y a quand même des prestataires aujourd'hui qui commencent à développer des prestations d'ailleurs à l'échelle nationale pour des groupes et qui permettent en fait de refabriquer des produits qui vont être réinsérés dans le cycle, ce qui est vraiment l'obligation de l'employeur à ce sujet. Et puis évidemment, on va bien gérer les besoins, hein, puisque si on gère bien tous ces événements, logiquement, on sait à peu près de quoi les gens ont besoin au fil de l'eau. J'ai oublié quelque chose qui était important, c'est qu'on avait préparé pour vous quand même, chers auditeurs, quand même un petit sondage que j'ai oublié quand même, parce que ce qui serait intéressant, voilà, on s'est interrogé, donc simplement, dans votre entreprise, connaissez-vous le nombre d'équipements de sécurité soumis à contrôle dans votre entreprise? Alors voilà, on a fait les chiffres en gros, hein, supérieur à 10, supérieur à 100, supérieur à 1000. Alors, on vous laisse, il n'y a pas de piège, hein, vous inquiétez pas. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on dit supérieur à 100 et je ne vois pas beaucoup de supérieur à 1000. Je pense que ça va permettre à Rémi de faire un petit point tout à fait intéressant sur le sujet. Bon, n'essayez pas de vous rattraper, le sondage, c'est une fois. Bon, voilà, a priori, majoritairement, voilà, supérieur à 10, voilà, pour 33% d'entre vous, 27% supérieur à 100, et on a en gros 10% supérieur à 1000. Alors, on va vous partager quand même les résultats. Alors, tout de suite, Rémi, votre commentaire. Alors, j'allais justement y venir, François. C'est vrai que quand on rencontre un prospect ou un futur client la première fois, souvent ces chiffres ne sont pas évidents à bien maîtriser. C'est parce qu'il justement, il n'a pas forcément une vision précise, l'interlocuteur, hormis le fait de savoir ce qu'il achète. Et il y a un deuxième aspect, c'est le nombre d'équipements qu'on doit contrôler. Très important, puisque si on prend par exemple les équipements de chute de hauteur,
on peut avoir le réflexe de dire bah, j'ai 10 personnes, j'ai 10 harnais. Mais la réalité, en fait, ce n'est pas 10 harnais à contrôler, c'est le harnais plus les longes, plus les mousquetons, plus tous les équipements qui sont périphériques et qui font bien partie, eux, effectivement, du contrôle réglementaire qui est soumis à l'employeur. Ce qui fait qu'on peut avoir des clients où on a moins de 200 personnes qui sont sur le terrain et on a plus de 6000 EPI à gérer. Donc, c'est vrai que c'est cette vision du nombre d'équipements. 6 000 pour 200 personnes. Ouais, un peu moins même, un peu moins de 200 personnes, 140 personnes et quasiment 6000 équipements en circulation. Alors, ça comprend la totale, hein, tous les EPI études de hauteur, ça comprend aussi les matériels de levage, les véhicules, bref, tout ce qui se suit et qui se contrôle. Et parfois même les postes à souder qui s'étalonnent. Donc, en fait, on n'est pas sur un contrôle, mais on est sur un suivi de la même façon. Ce qui est quand même donc ça va être intéressant ça d'échanger quand même et de voir arriver vos questions si vous aussi est-ce que finalement cette évaluation de la quantité est quand même importante parce que c'est a priori il y a des choses cachées dans les tiroirs. C'est un peu ça. Alors donc on a vu je dirais la partie cycle de vie, peut-être qu'on peut rentrer quand même un peu plus directement dans la solution quand même parce que plus, je ne sais pas si tout le monde le voit, mais voilà, derrière votre image, derrière votre écran, on voyait quand même vous avez eu un prix quand même en plus, enfin plusieurs prix, je crois, concernant cette solution. Donc, vous avez été une fois primé. Voilà. Donc, c'était important quand même de le dire. Oui, oui, on pourra en reparler à la fin si vous voulez de la présentation, mais l'objectif, c'était un peu de transformer le mode de fonctionnement qu'on a vu dans les premières slides, d'avoir cette obligation de suivi par numéro de série, que ce soit dans un logiciel ou dans Excel. Ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que l'information qu'on va saisir à l'intérieur du logiciel ou de Excel, eh ben, elle n'est le reflet que de ce qu'on saisit, pas forcément du reflet du terrain. Et ce qu'on a voulu mettre en œuvre, en fait, pour faciliter la vie de l'entreprise, c'est l'accès à l'information directement sur l'équipement. Alors, pour plusieurs raisons. On va le voir ensuite. Mais comment on réalise cet accès à l'information? On le fait à partir de technologies sans contact. Donc, on va dire que quand on a démarré notre activité, bah, c'est vrai qu'on était sur différents types de technologies, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais on va dire qu'on généralise quand même aujourd'hui la présence du NFC. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tous les pas les auditeurs, mais les participants. C'est vrai que le NFC, c'est une technologie RFID que les gens connaissent souvent parce qu'on paye avec son téléphone aujourd'hui grâce à cette technologie. Et comme on cible quand même beaucoup d'activités où le personnel est en itinérance, la plupart du temps, les gens ont un équipement, un smartphone ou une tablette, ce qui permet d'accéder à cette information. Donc, on va dire que ce moyen de marquage de l'équipement, qui doit respecter évidemment la conformité du produit, ça c'est très important puisque c'est parfois pas le cas chez les clients qui marquent les équipements. On ne peut pas utiliser un feutre pour identifier un harnais. On n'utilise pas de peinture non plus sur du plastique. Enfin bref, on ne met pas un autocollant sur un casque, etc. Donc, nous, on a pris ça en considération pour nos clients et on a un moyen de marquage qui va permettre pour chaque type d'équipement de s'adapter à la fois à l'équipement, mais aussi à son environnement d'utilisation. Donc, ça, c'est vraiment la première partie très importante. Ça veut dire que l'utilisateur aussi pourra vérifier que l'équipement qui s'apprête à utiliser, il est bien conforme et c'est bien le bon équipement. C'est ça, François. Donc, en fait, on le voit ici sur les deux copies d'écran de smartphone. On a une copie d'écran sur la droite où on voit en fait un équipement non conforme. Donc, ça me permet de distinguer les deux écrans. Cet équipement non conforme en rouge, là, on n'a pas besoin d'application pour pouvoir avoir accès à l'information. C'est très important. C'est pas de code, de mot de passe. Je ne sais pas, vous avez un audit demain dans l'entreprise, la personne le scanne et elle va avoir accès à cette information de la même manière. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir accès à ces documents dématérialisés qui sont très importants, à savoir la notice d'utilisation, la notice CE dont on parlait, l'autorisation de mise sur le marché, et pourquoi pas les bonnes pratiques de l'entreprise. On a nos clients qui partagent ces informations à ce niveau-là. Et puis évidemment, les rapports de contrôle. Le dernier rapport de contrôle d'un équipement, il est nécessaire de l'avoir sous la main. Ce qui fait qu'effectivement, l'utilisateur n'est pas perdu. Déjà, il sait quand est-ce que son équipement doit être contrôlé. Donc, il a une position, il sait se situer dans le temps par rapport à ça. Ce qui est très important aussi avec ce qu'on fait, c'est que quelque part, il peut remonter de l'information. Puisque vous avez compris que la conformité d'un produit, quand vous faites un contrôle annuel, ça vous donne la conformité au moment du contrôle, pas le lendemain ni la veille, le moment du contrôle. L'idée quand même, c'est de protéger les gens tous les jours. Donc, avec notre solution, on a la possibilité, quand on utilise l'équipement, d'accéder aux informations qui permettent d'être sûr qu'on l'utilise correctement, mais en parallèle, on peut aussi remonter des problèmes. C'est le but.
Donc là, on va pouvoir intervenir à tout moment dans l'entreprise pour justement corriger ces problématiques, renouveler si c'est nécessaire les équipements ou les réparer, faire la maintenance, le contrôle anticipé si c'est nécessaire. Bref, on a une solution au quotidien sur le terrain qui peut sécuriser quand même les utilisateurs. Deuxième aspect très important, le partage de l'information. On n'est pas seul en fait à gérer un équipement dans l'entreprise, même si souvent, si on n'a qu'un seul interlocuteur, il y a souvent une chaîne de personnes, de prestataires d'ailleurs, qui peuvent être en interne ou en externe, qui vont intervenir sur les équipements. Donc ça fait une raison supplémentaire pour avoir du contenu affiché sur l'équipement, pour gagner du temps quand on a un contrôle à faire. Donc on sait à qui est affecté l'équipement, on accède à cette fameuse notice qui est obligatoire quand on doit le faire le contrôle. Et puis surtout, tous ces prestataires en fait, vont gagner du temps quand ils vont intervenir chez vous, puisqu'ils auront accès à l'historique du précédent contrôle, ce qui est quand même pas plus mal, les échanges d'informations d'utilisateurs s'il a remonté du contenu. Et le tout, évidemment, c'est l'idée de partager ça sur le web pour que et l'entreprise et ses partenaires puissent accéder à la conformité d'une fiche de vie, d'un équipement, mais aussi au suivi en fait, de son parc d'équipements. Ok. Donc, on a le partage et l'utilisation de tous, et ça veut dire qu'on est même tous impliqués. C'est-à-dire que non seulement, effectivement, c'est pas simplement du contrôle, c'est simplement, on sait qu'on a l'équipement, je dirais, adapté et utilisable directement pour ce qu'on a besoin. Oui. Un point important, François, c'est vrai qu'on a une application mobile, et c'est le deuxième écran sur la gauche, où là, en fait, on va pouvoir enregistrer les événements qui vont être à enregistrer durant la vie du produit. Donc, c'est les contrôles, les entretiens. Et là, ça permet, en fait, avec des droits spécifiques, de donner ou pas accès à certains droits en fonction du profil des utilisateurs. L'objectif, c'est un peu de découper finalement cette responsabilité dans l'entreprise qui est souvent portée par une personne, de telle sorte que chacun puisse jouer son rôle. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on recrute quelqu'un en intérim, par exemple, l'obligation de l'employeur, c'est évidemment de lui affecter des équipements pour le protéger durant sa mission. Là, en fait, ça va être relativement simple de pouvoir faire ça, puisque si on a les droits d'attribution, quelqu'un qui gère un stock va attribuer, en scannant les étiquettes, les équipements nécessaires et va pouvoir les rescanner au retour. Donc, en fait, ça permet d'avoir à la fois la fiabilité sur le suivi des équipements, et on sait que dans l'intérim, parfois, ce n'est pas forcément simple de gérer les flux, mais en même temps, on va aussi mettre en confiance ce salarié, puisque pour le coup, il intervient dans un cadre où il a des équipements conformes, il a accès aux notices, bref, et il peut même remonter un événement s'il le souhaite durant sa mission. Oui. Et puis, effectivement, gérer ses stocks et savoir un peu où est le matériel, parce que quelquefois, principalement pour certains matériels ou EPI, on peut quand même avoir une question financière qui n'est pas tout à fait nulle. C'est clair. Ok. Alors, bénéfice, on a une petite slide quand même dédiée à ça quand même. Alors, je dois dire que j'ai fait une remarque à Rémi quand il nous envoyait les slides. Il a mis 3 étoiles. Moi, j'aurais mis 5 étoiles. C'est dommage quand même. Bon, allez. Je corrigerai sur la version finale. Pour la prochaine. Il y a trois raisons pour lesquelles il est important en fait de se préoccuper du suivi des équipements. D'abord, interdire l'usage d'un équipement qui n'est pas conforme. On ne peut pas sciemment mettre en service à quelqu'un un équipement qui ne l'est pas. C'est ennuyeux. Alors, c'est ennuyeux d'autant plus que si un accident se produit, évidemment, on va vous demander les certificats, les rapports qui vont avec. Et c'est là que les difficultés commencent, puisqu'on n'a pas détaillé la faute inexcusable de la deuxième slide. Mais les conséquences sont effectivement juridiques et à la fois aussi financières. Donc, c'est important de gérer ça et on va interdire l'usage. Pourquoi? Parce que notre solution empêche de faire l'attribution d'un équipement qui n'est pas conforme. Donc, comme ça, au moins, alors que ça se fasse autrement, OK, peut-être les gens vont donner des équipements pas conformes, mais c'est vraiment sous leur responsabilité. Deuxième aspect, c'est le temps. Vous imaginez qu'à chaque fois que vous avez un équipement et un numéro de série, voire un équipement de différentes générations, puisque chez un même fabricant, on peut avoir différents types de numéros de série, bien sûr, je vous passe les détails. À chaque fois qu'on va scanner l'étiquette, c'est autant de temps qu'on va gagner finalement pour déclarer l'événement qu'on a déclaré. Et puis, quand on fait l'opération sur l'équipement, c'est pour ça qu'on a créé notre solution. Pourquoi reproduire cette information dans un nouveau système d'information alors qu'on peut le faire au moment où on a l'équipement sous la main? Donc, c'est vraiment ça le principe. Donc là, le temps, on va dire que ça va vraiment dépendre de l'organisation que vous avez. Et je dois dire que certains clients ne gagnent pas de temps parce que sur certains équipements, ils ne faisaient pas les contrôles. Donc là, pour le coup, ils savaient qu'ils n'étaient pas très bien. Donc là, ça passe un peu de temps pour le faire, mais quelque part, ça vaut le coup en termes de conformité. Et puis, le dernier aspect, c'est effectivement, on ne va racheter que les équipements qu'on a besoin de racheter.
vous avez un harnais de sécurité qui est valable 10 ans. Pourquoi changer le harnais tant qu'il est conforme, tant qu'il est bien utilisé, tant qu'il est bien entretenu et bien contrôlé? Donc là, l'idée, c'est vraiment d'agir sur ces aspects-là pour ne renouveler que les équipements nécessaires. Essayer même de mobiliser un peu ces ressources finalement sur des équipements peut-être plus confortables, peut-être plus sécurisants pour les salariés sur le terrain. Voilà, l'idée, c'est pas de faire des économies pour faire des économies forcément. C'est aussi d'améliorer finalement le contexte d'utilisation. On en parlait tout à l'heure. Un EPI, c'est bien. Maintenant, pour qu'il soit porté, il faut qu'il soit confortable, il faut qu'il protège, il faut que les gens aient envie de le mettre. Et là, le salarié pourra remonter comme ça une information pour dire que cet EPI est plus ou moins bien, une chose comme ça. Ah oui, oui, évidemment, on va classer toutes les informations qui remontent, hein, donc ça va de la simple information informelle, entre guillemets, mais qui peut prendre la forme d'une photo ou d'un message. Et puis aussi, évidemment, les changements de taille, changements de modèle, bref, tous les commentaires qui peuvent remonter lorsqu'on utilise un équipement ou un matériel. Et donc, évidemment, l'idée, c'est à la fois de protéger les personnes, mais aussi de protéger la sécurité des équipements qui, si on prend le cas d'un poste à souder, s'il n'est pas étalonné régulièrement, on peut avoir des problèmes qualité chez ses clients quand on fait des soudures. Donc, le matériel également a vraiment besoin d'être suivi et contrôlé régulièrement pour qu'il soit utilisé efficacement. Donc, c'est à travers ces différents avantages, finalement, que nos clients retrouvent l'intérêt de faire de la traçabilité et du suivi d'équipements. Oui, on centralise un peu, parce que même s'il y a des équipements de mesure, etc., finalement, on recentralise finalement ce matériel avec ses obligations, je dirais, à court, moyen et long terme. Exactement, François. Moi, je pense qu'on a fait une bonne présentation, je dirais, de l'ensemble. Peut-être, je ne sais pas si on a un dernier mot, mais sans ça, parce que je vois arriver une tonne de questions dans le fil. Donc, ne vous inquiétez pas, on les voit bien arriver aux questions. Donc, je ne sais pas, soit un petit mot, Rémi, ou on peut passer directement aux questions. On passe aux questions. Faut essayer de consacrer un peu de temps à ça, c'est le but. Alors, allons-y. C'est parti. Donc, alors, un petit rappel, hein, si vous avez pris en cours de route, il vous suffit en bas, vous avez pour taper un message, vous cliquez surtout d'abord sur le point d'interrogation, vous nous mettez le message et il remonte directement. Alors, une première question. Alors, est-ce que la solution d'une puce RFID est durable dans le temps pour un connecteur, enfin un mousqueton? C'est une très, très bonne question. Là, on sent que c'est un expert qui en parle. Mmh. On va dire il y a deux types d'utilisation du matériel. Il y a ceux effectivement qui en prennent soin et auquel cas la puce RFID a une très bonne durée de vie. Mais il arrive effectivement que ces équipements sont jetés dans des caisses et là, potentiellement, on va exposer le tag qu'on va positionner sur le mousqueton à une fragilité. Donc l'avantage qu'on a dans notre démarche, c'est qu'en fait, je ne vous ai pas beaucoup parlé d'innovation, mais c'est quand même ça le projet à la base qu'on a créé. On a créé un projet innovant parce qu'on utilise différents types de technologies. Et donc aujourd'hui, la puce RFID, c'est effectivement le moyen le plus standardisé de faire le suivi des équipements, ce dont je vous ai parlé, mais on utilise également la caméra pour faire de la reconnaissance de numéros de série. Et on va continuer à innover en fait à travers notre outil pour justement simplifier la vie des utilisateurs. On peut dire au passage que d'ailleurs, il faut un petit peu de temps pour pouvoir marquer le mousqueton. Mais on va dire que c'est quand même très important. Donc, effectivement, nos clients marquent les mousquetons avec une puce RFID à aujourd'hui. Et on est en train de développer, je vous dis, des solutions pour leur simplifier la vie à ce niveau-là. Alors, peut-être une question suivante. Voilà, qui va. Alors, Kevin, je te laisse emmener. Donc, Lucas, avez-vous du recul sur la technologie RFID? Encore la RFID, mais je pense que ça intéresse vraiment Ah oui. voilà, nos auditeurs aujourd'hui. Donc, voilà, dans des milieux agressifs, cordistes, en milieu pétrolier, effectivement, marin, environnement agressif, etc. Alors oui, on a beaucoup de recul. La technologie déjà est vieille, il faut avoir ça à l'esprit. C'est une technologie qui date de la Deuxième Guerre mondiale et qui a pris beaucoup de formes très diverses et variées. Comme d'autres technologies, elle a évolué vers la miniaturisation. Nos premiers marquages font 4 mm de côté, donc on est vraiment sur des choses qui peuvent être très petites et qui prennent différentes formes. On travaille par exemple dans le milieu pétrolier, on fait des tags NFC qui résistent à 250 degrés. On pourrait même aller plus loin en ayant des tags en céramique qui vont aller jusqu'à une résistance de 400-450 degrés. Donc là, quand on est dans ce type de marquage,
Bon, là, il n'y a pas de problème ni avec l'eau de mer, ni avec les UV, ni avec l'environnement, comme vous l'avez souligné, agressif. C'est vrai que les milieux poussiéreux, les milieux humides, ça s'adapte complètement. Ok. Alors, existe-t-il des messages d'alerte avant contrôle? Bah oui, Merci c'est Pierre. l'objectif. Non, non, on a créé ça effectivement pour anticiper les problèmes. Donc oui, il y a des alertes, différents types d'alertes d'ailleurs, puisqu'on essaye d'échelonner les alertes. L'objectif des alertes, c'est d'éviter d'envoyer tout un contenu en fait au même utilisateur, mais c'est plutôt d'adresser l'alerte à la bonne personne qui est concernée par l'événement qui doit être géré. Et puis après, en cascade, si l'événement ne se produit pas, s'il n'est pas enregistré, là, effectivement, on va générer une deuxième, puis parfois une troisième alerte à des périodes évidemment différentes. Et puis, dans les alertes également, l'avantage d'avoir une application mobile, c'est d'être capable de pouvoir réaliser des alertes sous différentes formes. Donc aujourd'hui, on envoie des alertes par mail et demain, on enverra des notifications, des SMS, de telle sorte à vraiment cibler les personnes et d'être sûr que le message leur soit adressé. Ok. Alors, Elvira, bonjour. Est-ce que toute la documentation est préimplantée dans le logiciel ou dans l'application, ou est-ce que c'est à la charge du gestionnaire de l'entreprise de tout entrer dans la base de données? Alors ça, c'est une super question aussi. En fait, on peut répondre oui et non à cette question. Oui, parce qu'on met à disposition du contenu qui correspond à ce qu'on trouve sur les équipements ou les références qui sont présentes sur le site web du fabricant. Ceci dit, on sait très bien qu'on n'a pas forcément toujours une information à jour. Statistiquement, 30% des équipements n'ont pas de documentation disponible. Donc, on ne va pas pouvoir malheureusement fournir de la documentation qui n'existe pas. Et je peux répondre non parfois aussi parce qu'on dégage notre responsabilité à travers notre outil du type de documentation qui est fournie lorsque les références sont pré-créées. Parce que par défaut, c'est vous qui achetez les équipements. Et c'est vrai que la vérification par le client est nécessaire. Et je pense que c'est dans ce domaine-là, c'est très important. Parce qu'il suffit qu'une lettre change à la fin d'une référence et puis on n'est plus dans le même produit. Donc, il faut vraiment être sûr que les documentations qui sont fournies correspondent bien au matériel. Puis il y a une autre raison aussi qui amène le client à faire ça, c'est qu'en fait, il va joindre, par exemple, des bonnes pratiques d'utilisation de ses équipements. Donc, c'est l'occasion pour lui d'aller checker justement ces différents éléments pour qu'il soit sûr qu'ils sont conformes en fait à ceux qu'il a achetés en réalité. Alors, tout de suite, une question d'Émilie. Bonjour, comment gérez-vous la mise en service de cette solution? Waouh! C'est assez facile à expliquer. L'avantage, c'est qu'on part jamais de zéro. Et en général, le client, il a quand même une donnée. Alors, la logique, c'est qu'il ait le numéro de série, la référence du produit et au moins le dernier contrôle. Avec ces trois informations, on peut démarrer avec notre solution, puisque l'objectif, c'est d'avoir une vision globale de ce que vous avez dans votre système d'information à travers Keep Control. Et puis, quelque part, la mise en place du marquage ne se fait qu'aux événements où vous avez besoin de visualiser l'équipement. Donc, ça peut être un contrôle, un entretien, ou au moment d'un flux dans un stock. C'est à ce moment-là que le marquage va être posé. Donc, en réalité, vous avez tout de suite un suivi quand même rapide de ce que vous avez dans votre outil existant à travers Keep Control. Et au fur et à mesure, on va dire au bout d'un an, si ce sont des contrôles annuels que vous réalisez, vous avez une vision précise. Alors, souvent, pour rebondir sur la question, souvent, beaucoup d'équipements qui nous sont communiqués dans ces fichiers n'existent pas, on ne les retrouve pas. Donc, c'est important quand même de partir de cette base de données au départ et puis ensuite de la mettre à jour au fil de l'eau. Ça permet au fil du temps d'avoir une vision précise, de plus en plus précise, on peut dire, de la conformité des équipements qui sont en circulation chez le client. Oui, donc finalement, c'est très simple. Voilà, on peut partir de notre tableur, si j'ai bien compris. On peut partir de notre tableur. Et si j'ai bien compris, avec juste 10 lignes et commencer, et commencer vraiment à travailler dans le dur. Alors, Maël, existe-t-il une vue sous forme de planning permettant de visualiser où se trouvent différents EPI? Alors, en fait, je dirais non à ce stade parce qu'on essaye de faire en sorte que le client puisse créer sa propre vue finalement par rapport à son souhait. Donc, on ne va pas afficher un planning. On va afficher l'écran qu'on a sur les présentations que je vous ai fait suivre avec les statuts des équipements. C'est important de savoir si les équipements sont conformes, pas conformes, s'il y a des demandes en cours. Et ensuite, on va avoir une série de filtres qui vont permettre de faire de l'affichage spécifique. Donc, par exemple, sur la question du planning, il faut aller créer son propre planning
pour savoir, par exemple, quels sont les contrôles qu'on va avoir à réaliser le mois prochain sur tel type d'équipement. En fait, il faut être précis parce que tous les équipements ne se contrôlent pas 30 jours avant. L'organisation d'un contrôle ne se fait pas de la même façon si c'est un contrôle technique d'un véhicule ou si c'est un détecteur de gaz qu'on fait contrôler à l'extérieur de l'entreprise. Donc, l'avantage de notre solution, c'est d'être très précis justement dans les alertes qu'on va générer pour effectuer ces contrôles. Et puis ensuite, évidemment, de pouvoir gérer des listes et des affichages qui vont dépendre du souhait de la personne connectée pour visualiser sa situation. Ok. Alors, Florent, à partir de combien d'EPI minimum dans l'entreprise la solution est-elle intéressante? Alors moi, je ne prendrais pas forcément, enfin, je ne vais pas répondre en disant un nombre d'équipements. Je pense que l'intérêt, c'est de se dire, est-ce que j'ai une bonne vision de la conformité de mes équipements? Alors après, vous avez pas forcément, vous pouvez vous dire que vous avez une bonne vision sans l'avoir, mais on va dire que si vous avez un doute à cette première question, ça peut avoir un intérêt d'avoir un outil. Et en général, c'est plus difficile quand l'entreprise a ses équipements à l'extérieur que quand elle les a sous la main dans un bâtiment qui sont utilisés dans une usine, par exemple. Donc, on ne peut pas forcément dire à partir de combien. J'ai des clients qui commencent avec entre 2 et 300 équipements. Donc, ça ne paraît pas énorme. Par contre, ils sont éparpillés un peu partout sur la planète. Et là, c'est très compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est plus ce rapport-là à la distance. Et d'ailleurs, de la distance avec les utilisateurs, mais aussi évidemment avec la distance du matériel. Ok, ça veut dire qu'à la limite, on vient vous voir si à partir du moment où on a 200-300, ou Ouais. allez, si on devait donner un chiffre pour Bon, dire bah, à partir de quand on appelle Rémi? bah, c'est ça, 200-300. 200-300. On peut le D'accord. faire, on peut le faire avant, mais en fait, on va dire que le travail d'Excel sur 2 ou 300 lignes est plus simple à gérer. Donc, après, c'est propre à chaque entreprise. Si on veut automatiser des alertes, si on veut avoir un service d'accès à l'information, mettre les notices sur ces équipements à disposition des utilisateurs, on n'a pas besoin d'avoir 300 équipements, on peut le faire avec 10 équipements si on le souhaite. Si c'est des équipements qui présentent une protection importante pour les salariés, ça peut être une raison suffisante pour le faire. Oui, et puis je renvoie quand même à le début de notre entretien où on parle quand même de responsabilité de l'employeur. C'est ça. On n'a pas parlé des labels ou des normes ISO qui existent dans le domaine, mais les entreprises qui sont ISO 45001 ou bien qui ont une certification MAS, en règle générale, elles ont l'obligation quand même d'être très précis sur ce suivi. Et on se rend compte par nos clients qui sont certifiés aujourd'hui par ces normes de l'intérêt de cette solution d'avoir ce suivi. Ok. Alors, Jean-Pierre, quand une entreprise est divisée en plusieurs sites et marchés, peut-on cependant avoir accès à tous les renseignements de ces différents sites et marchés? Ah oui, donc c'est également le cas, effectivement. On a la possibilité de gérer des filiales à l'intérieur de notre outil et de découper en fait ces différents accès de telle sorte qu'on puisse avoir ou accès à un petit périmètre ou à l'ensemble d'un périmètre, effectivement. Alors, Elvira, on n'arrête plus. Il Eh y a oui. vraiment un vrai intérêt. J'en profite d'ailleurs juste une petite chose. Si vous voulez prendre rendez-vous, contacter Rémi, n'hésitez pas. Vous avez de toute manière en haut du bandeau qui vient de s'afficher un petit lien qui vous permet aussi de prendre rendez-vous et d'aller le contacter. Alors, je reviens à la question. Est-il possible d'élargir la solution à d'autres équipements qui ne sont pas soumis à un contrôle réglementaire? Eh bien oui, justement. Oui, nos clients tracent par exemple de l'outillage avec nos solutions. Et effectivement, pas pour un contrôle réglementaire, mais plus pour un suivi d'attribution des matériels auprès des personnels. Et donc, effectivement, c'est complètement adapté, on va dire. Même si le cœur de notre système, c'est de suivre de la conformité, on peut aussi suivre des visseuses, des perceuses et du petit matériel, ou voire du gros matériel d'ailleurs, qui peut faire l'objet d'un suivi d'affectation auprès des personnels. Ok. Alors, allons-y. Alors, une question de Gilles. Dans beaucoup d'entreprises, la direction considère que c'est plus économique de racheter des harnais neufs que de les faire contrôler. Ah, C'est vrai, c'est vrai, ok. selon le coût du harnais. Voilà, il faut rajouter ça quand même à la fin de la phrase. Un harnais, en fait, ça va coûter peut-être 20 € les premiers prix, hein, je vous dis ça de tête, à 150-200 € pour des harnais très confortables.
Donc après, bah voilà, la logique est effectivement la même, c'est-à-dire qu'on doit faire effectivement un contrôle chaque année. Et je reconnais que pour un harnais à 20 €, le coût du contrôle est élevé parce que c'est pas que le coût du contrôle, hein, c'est mobiliser l'équipement, le rapatrier, et c'est des contraintes. Donc, on n'a pas la prétention de changer, les modes d'organisation ou, le choix des équipements pour les clients. Mais effectivement, si moi personnellement je porte un harnais, je préfère un harnais à 150 € parce que j'ai de la mousse, je me sens mieux dedans et si je le porte 4 heures de rang, je pense que je vais préférer le modèle à 150 €. Alors, la question du béotien que je suis, mais ça veut dire que le harnais, de toute manière, même à 20 €, il a une durée pendant laquelle, après, enfin, il y a une durée après laquelle il va être obligé d'être contrôlé. Donc, ça veut dire, on le contrôle ou on le jette, par contre. Alors, on le Ou pas. réforme, François, on le réforme, François. En fait, on le Pardon, contrôle on le effectivement. réforme. OK. Voilà. S'il n'est pas conforme au moment du contrôle, on doit le réformer effectivement. Alors dans cette question-là qui est posée sur, l'économie, qui est réalisée au moment du contrôle, je soulève quand même un point très important. L'entreprise doit se charger de la réforme des équipements dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas très simplement de fournir des équipements en continu, comme on le voit dans certaines activités, hein, sous Mmh. forme de dotation annuelle. On reçoit un sac avec pas mal d'équipements. C'est vrai que sur le papier, c'est génial. Sauf que pour l'employeur, ça ne dégage pas sa responsabilité d'en fournir tout le temps, tout le temps, tout le temps. La logique, c'est qu'il, sur les EPI de catégorie 3 en particulier, il assure un suivi, la réforme des équipements qui ne sont plus utilisés. Mmh. Enfin, je suis employeur, donc je me mets à la place de ceux qui sont responsables de ça sur le terrain. Et c'est comme ça que doivent fonctionner les opérations. Alors, peut-être pas le contrôle, mais en tout cas, la réforme, donc même si c'est un Ah produit oui. pas cher à l'origine. Alors, je connais quelques entreprises, des grandes entreprises notamment, qui consomment beaucoup de harnais et qui les renouvellent régulièrement. Bah, ils les coupent au moment où ils les renouvellent pour être sûr que ceux qui sont dans la dotation d'utilisateurs ne soient pas réutilisés. OK. C'est une démarche qui est faite pour les élingues également. On n'a pas parlé levage, hein, mais on a beaucoup d'équipements de levage également dans notre outil. Alors, est-ce qu'on a fait le tour de notre question, de nos Et ben là, questions? il y a la question, mais il y a la réponse dans la question, François. Alors, Jean-Jacques, le prix est-il fixe de type licence ou évolutif en fonction du nombre d'équipements à contrôler? Bon, Alors, c'est bien une licence, hein, donc on vend un logiciel, on va dire sous abonnement, donc abonnement SaaS et effectivement, il est évolutif en fonction du nombre d'équipements, puisque, bah, le rapport du coût de notre solution à, son utilisation, c'est notamment un rapport lié à l'hébergement des données. On gère beaucoup de données pour nos clients, beaucoup de documents, beaucoup de photos, beaucoup d'informations finalement, qui sont, périphériques à la vie de l'équipement et c'est ce qui fait bien effectivement le coût de cette solution entre guillemets puisque, bah, il y a une proportion du tarif qui est liée au nombre d'équipements. Alors c'est aussi, plus juste, hein, pour les clients tout simplement. C'est que ça permet d'avoir un coût modéré en fait pour un faible nombre d'équipements, puis d'avoir un coût proportionnel en fonction de ce qu'on peut, vraiment apporter comme solution chez les clients. c'est justifié de donner un ordre d'idée de coût ou c'est plutôt à discuter avec les personnes en fonction de leurs problématiques? En fait, on n'a pas un tarif à la carte, hein. On a un tarif effectivement, mais je dirais que le prix quelque part, c'est le fruit de ce que rapporte la solution. C'est pas autre Mmh. chose que ça, c'est, une question de sécurité en un. Combien de temps vous mettez pour rapporter des informations à un auditeur quand il fait un contrôle chez vous? Combien de temps vous mettez quand vous êtes chez un client pour prouver que vos équipements sont conformes? Combien de temps vous mettez pour enregistrer les informations au moment d'un contrôle? Combien de temps vous mettez bah, pour gérer vos commandes au quotidien, alors qu'on peut fournir de l'information sur vos besoins en temps réel. C'est ces informations finalement qui vont déterminer l'économie que vous allez réaliser et pour le coup, le comparatif avec le prix de notre solution. OK. Alors, la puce est-elle étanche à l'eau? Heu, Gilles? Oui, Gilles, elle est étanche à l'eau. On ne va pas la lire dans l'eau, ça, c'est pas possible, mais elle est bien étanche à l'eau, effectivement. J'ai vu passer aussi, alors je sais pas, il y avait la question de la puce par rapport au milieu ATEX là. Alors le logiciel est-il équipé d'une gestion de stock? Une question de Florent. Je pense qu'on avait déjà répondu plus ou moins tout à l'heure, non? Ou Non? pas précisément, mais oui, effectivement, on gère les stocks, 2 types de stocks d'ailleurs, on peut le préciser, c'est l'occasion. On gère des stocks neufs et des stocks d'occasion.
Et c'est très important puisque vous avez compris que la valeur de notre solution, c'est de suivre le cycle de vie le plus longtemps possible, le mieux possible, pour qu'ils durent justement le plus longtemps possible, ces équipements. Et donc, pour cela, effectivement, il faut réutiliser des équipements qui peuvent être en stock. Donc, on gère bien cette information. On a même un système de réservation là qu'on est en train de préparer pour le début de l'année qui va permettre aux clients, en flashant l'étiquette sur les équipements, de pouvoir justement réajuster les réservations qui sont faites sur les durées d'utilisation. Et puis on voit l'intérêt aussi, vous parliez tout à l'heure des intérimaires, etc. Donc effectivement, le matériel, il faut qu'il re-rentre sur un stock pour être… Voilà, c'est ça, exactement, François. L'intérêt, c'est de prouver à tout moment qu'on peut délivrer des équipements conformes, suivre ces équipements conformes. Comme ça, s'ils ne sont pas restitués, l'agence d'intérim peut recevoir une information sur les manquants qui sont à restituer. Alors, vite fait, on peut reprendre encore une petite question. Est-ce que donc, une question de Gilles à nouveau. Est-ce que le RFID est utilisable en milieu ATEX? Alors, je pense qu'on peut dire oui aussi, puisqu'on travaille avec Total et que notamment dans le milieu des raffineries, je pense qu'on est bien dans le milieu ATEX. Et donc, il n'y a pas d'émission d'ondes à travers l'étiquette, puisque c'est une étiquette passive. C'est important de le préciser. Il n'y a pas de problème d'utilisation dans le milieu ATEX. Le seul problème, entre guillemets, si on peut parler d'un problème, c'est qu'il faut un smartphone ATEX pour lire. Et c'est ce qu'ont les clients en fait, qui sont utilisateurs sur ces sites. Ou sortir de la zone ATEX. Allez, une dernière, mais vraiment une dernière question. En quoi vous différenciez-vous de solutions existantes, fournisseurs logiciels type Open, Sage? En fait, on peut répondre assez facilement. Comme je l'ai dit, c'est l'essence même de la création de notre outil. On a une vraie complémentarité entre notre outil mobile sur le terrain et la plateforme. Donc, on va différencier ce qu'on fait des autres acteurs par le fait que, justement, on partage cette information à travers l'application mobile et qui permet d'alimenter le système d'information derrière. Donc, on a vraiment une complémentarité des outils qui est adaptée en fait à un usage sur le terrain et ça permet effectivement de sensibiliser. Le but, c'est d'augmenter la culture sécurité des utilisateurs qui parfois ne se rendent même pas compte que les équipements qu'ils ont sont non conformes. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'être au quotidien leur outil pour leur donner l'accès à cette information et puis d'avoir une gestion qui soit optimisée par les prestataires qui travaillent pour le client pour justement la conformité de ces produits. Alors vraiment, mais vraiment, une réponse en 2 mots. Je vois qu'il y a une dernière question qui n'a pas été traitée. Le RFID tient-il en milieu corrosif, ammoniac, environnement acide? Alors bon, après, il faut quand même faire des essais sur certains types de produits parce qu'il y a une question de concentration sur certains acides, par exemple. Donc, ça serait un raccourci que de dire ça répond à tout. Mais effectivement, la forme des étiquettes, elle est très variée. Et donc, en fonction des plastiques qui vont protéger le tag, on a la possibilité de répondre à des projections de produits chimiques. Maintenant, il faut quand même les tester. Bon, je suis désolé s'il y a encore une ou deux questions entre deux, mais là, par contre, on est arrivé quand même au bout de notre entretien. Surtout, alors, Rémi a eu la gentillesse là de mettre un petit flash code. Alors, toujours, vous avez le bandeau duo si vous voulez contacter Rémi, mais il a mis un petit flash code là avec son lien direct LinkedIn, je crois, Rémi. C'est ça. Donc, voilà, vous avez des informations pour le contacter, n'hésitez pas et je pense qu'il se fera un plaisir de répondre à, voilà, s'il y a encore des questions et qui ne vont pas manquer. Enfin, je pense que si cette solution a été primée, c'est parce qu'il y avait quand même une bonne raison à cela quand même si c'était un peu, en tout cas, merci Rémi d'avoir pris le temps quand même de l'exposer. Merci à tous de nous avoir suivis. Un petit mot de la fin, Rémi? Écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter. On est présent en même temps sur pas mal de salons. Là, je pars cet après-midi au Congrès des pompiers, donc à Toulouse. On fait évidemment régulièrement les salons Préventica et puis on sera à Plusa la fin octobre en Allemagne pour présenter notre outil. Ok. Et voilà. C'est pour ça qu'on part en Allemagne. Donc, oui. En allemand, etc. Bien entendu. En tout cas, merci Rémi, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, pour ceux qui sont venus en retard, de nous retrouver directement. Enfin, vous allez retrouver le replay d'ici 2 heures maintenant, je dirais sur inforisque.fr dans la rubrique webinaire. N'hésitez pas. Et puis voilà, sur Inforisque, vous savez qu'il y a plein d'infos. Donc, suivez-nous, abonnez-vous et on aura toujours le plaisir quand même de revenir vers vous avec encore dans le planning webinaire, il y en a un certain nombre qui se préparent. Là, il y a encore des choses vraiment passionnantes. Alors, encore une fois, merci.
Un bon appétit à tous. Merci. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.